Ils ont troqué leur kitsch pour plein d'autres trucs. Ce sont Marion, Véronica, Bruno, David, Maude, Charlotte, Anne et tous les invités des 2 premières saisons de Drop the Kitsch avec qui on refait le point aujourd'hui. Une farandole de profils éclectiques avec des visions de la vie parfois radicalement différentes. Parce que la société c'est ça en fait. Faut de tout pour faire un monde. Sauf de l'extrême droite. C'est vraiment de la merde. Bonjour et bienvenue dans Drop the Kitsch, le podcast qui part à la rencontre des diplômés en architecture qui ont fait le choix d'exercer hors des agences. Je suis Sam Afshar et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode anniversaire pour fêter les 4 ans de ce podcast que j'ai créé en octobre 2020, une période pendant laquelle nous étions confinés pour la 2e fois et qui était vraiment pas ouf. J'ai lancé ce podcast pendant une de mes périodes de doute où je me posais pas mal de questions sur mon envie d'exercer le métier d'architecte en agence. Et bon, ce serait évidemment vous mentir que de vous faire croire que c'était la première fois que je me posais ce genre de questions. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul à me les poser dans mon entourage. Et il faut dire qu'à l'époque, il y avait très peu de réponses sur internet, donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancé dans un projet visant à répondre à la grande question: quels sont les débouchés autres que le travail en agence après un diplôme en architecture ? 4 ans et 27 épisodes plus tard, Drop the Kitsch vous donne pas mal de clés de réponse à cette question, en fonction de votre profil, de vos envies, si vous voulez travailler en associatif, dans le public, dans le privé, en autodidacte ou dans une structure, dans des postes plutôt créatifs, techniques ou de médiation. Bref, Drop the Kitsch est aujourd'hui le podcast que j'aurais voulu pouvoir écouter quand j'étais en master et quand j'étais plein de doutes. Maintenant diplômé, je vais pas vous cacher que j'ai toujours de nombreux questionnements et peurs. D'ailleurs, l'une de ces peurs, c'est l'impression qu'en choisissant un métier, je m'engage dans une voie pour toute ma vie. Et c'est évidemment faux, comme l'ont montré les parcours sinueux des personnes que j'ai interrogées. Et je commence à me rendre compte que moi aussi, dans mon propre parcours, il est pas si linéaire que ce que je pensais. Petit exclu, après 1 an à travailler en agence d'archi, je commence en janvier un nouveau boulot de programmiste au sein d'une boîte d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Bon, c'est l'entreprise dans laquelle j'avais effectué mon stage de fin d'études, donc je vais pas complètement en terre inconnue, mais je me dis que si moi en 1 an j'ai eu le temps de changer de voie, enfin de bifurquer un tout petit peu, qu'est-ce qu'il en est des personnes que j'ai interviewées depuis 4 ans ? Vous allez me dire, le plus simple pour répondre à cette question, c'est de leur demander directement. Ça va pas. Pour cet épisode, j'ai recontacté les personnes que j'ai interviewées entre novembre 2020 et novembre 2022 pour faire un point avec eux sur leur parcours professionnel. D'un point de vue logistique, je leur ai demandé de m'envoyer un petit vocal de quelques minutes avec leurs nouvelles. Et c'est pas un exercice facile ou naturel en fait de parler d'une traite seul face à son téléphone. Donc je les remercie énormément d'avoir joué le jeu. Et bon voilà, j'ai beaucoup parlé, donc j'arrête de vous saouler et sans plus attendre, je vous laisse avec Marion Boissière, motion designeuse rencontrée en novembre 2020, qui était en pleine préparation d'une exposition pour l'UNESCO, mais qui avait été repoussée à cause du Covid. Coucou Sam, ça m'a fait plaisir de recevoir ton message. Alors, je vais essayer d'être brève pour te raconter mon parcours depuis qu'on s'est parlé, donc ça fait quasiment 4 ans. Donc l'exposition à l'UNESCO a finalement eu lieu en novembre 2021, donc j'ai travaillé dessus de A à Z. Au final, c'était une expérience super complète parce que j'ai pu vraiment travailler le parcours architectural, le design du mobilier, le graphisme global et après même le graphisme du catalogue d'exposition pour m'aider parce que c'était vraiment en gros morceaux. Je me suis accompagnée d'un architecte qui m'a aidée sur les dessins techniques et d'une graphiste qui était plutôt spécialisée dans l'édition et qui elle m'a accompagnée vraiment sur le design de la grille et le concept architectural global, les typographies, etc. Au final, ça s'est étalé sur 1 an, un peu plus d'1 an même comme projet. Ultra intéressant, très valorisant parce que vraiment c'est la première fois que j'ai vraiment vu un projet naître de A à Z et encore une fois j'étais sur plusieurs fronts donc très enrichissant. Mais par contre, je suis sortie de ça un peu lessivée parce que c'est quand même beaucoup de choses reposées sur mes épaules et j'ai eu un peu du mal, je pense, à
m'apaiser en fait. J'étais trop stressée tout le long de l'expo. Donc au final quand même un succès. En tout cas j'étais fière de ce qu'on a fait. Mais après cette expérience, si j'ai enchaîné sur le design du catalogue d'exposition, on était deux sur le sujet. Et à la fin de ce projet-là, j'ai eu une opportunité en motion design où un client m'a proposé de travailler 3 jours par semaine en fixe. Enfin, même si ça reste je suis toujours en freelance, mais au moins j'ai une entrée de travail régulière, donc ça évite un peu tout ce qui est ascenseur émotionnel de la vie de freelance. Enfin, je me suis dit que j'allais tenter l'expérience et j'ai profité d'avoir 3 jours assurés pour un peu lever le pied, ce qui m'a fait du bien après l'expérience UNESCO, et développer d'autres projets un peu plus créatifs, donc notamment la céramique. Enfin, je fais du moulage et du coulage de porcelaine et un peu la peinture à l'huile aussi. Donc voilà, j'ai un peu passé 2 ans à vivre ma meilleure vie de retraitée, quoi, à faire mes petites activités créatives telles que je voulais les faire et aussi avoir une entrée d'argent régulière donc je suis vraiment très chanceuse d'avoir ça. J'ai profité un peu de cette sérénité, on va dire, pour faire une formation dans le documentaire. Donc j'ai un peu plus perfectionné tout ce qui est montage, l'écriture d'une histoire. Enfin bref, je suis passée par plein de petites phases. On va dire que je me laisse un peu couler à l'envie et à ce qui m'intéresse sur le moment. Et globalement, je trouve que j'ai vraiment trouvé mon équilibre entre une vie professionnelle qui est assez stable, qui est un peu routinière mais qui n'est pas inintéressante, et à côté de ça vraiment 2 journées complètement dédiées à aller voir des expositions ou peindre ou faire de la céramique ou globalement créer des choses qui m'intéressent et sans avoir la pression de les vendre derrière. Donc je trouve que j'ai un peu trouvé le beurre et l'argent du beurre. En tout cas, ça, c'est vraiment quelque chose qui me convient pour ma vie actuelle. Et là, depuis 1 an, j'ai vraiment pour projet de quitter Paris avec mon copain. Et donc, j'ai décidé d'essayer de faire rentrer un maximum d'argent pour pouvoir acheter un appartement. Et donc là, depuis depuis février, je suis vraiment à 100% sur du motion. Et j'arrive à remplir mes semaines. Donc voilà, ça marche bien. Je suis contente. Et une fois qu'on aura déménagé, qu'on aura acheté un autre appartement, là, je pourrai de nouveau, je pense, un peu plus me détendre et rebasculer sur des projets un peu plus créatifs et qui me font vraiment kiffer. Voilà, pour un petit point. J'espère que c'était pas trop long. Bye. Et maintenant, le 3e épisode de Drop the Cutch. En fait, ça a été la première interview de groupe avec 3 doctorants. Chloé Lemoel, Clarisse Janton et Nicolas Henschauwerker. J'ai eu des nouvelles d'eux par écrit, mais comme 2 d'entre eux étaient en pleine préparation de leur soutenance de thèse, j'ai pas voulu trop les embêter avec le vocal, mais je vais quand même vous résumer les news en gros, en très gros. Donc comme on avait discuté dans l'épisode, faire une thèse, c'est un travail hyper enrichissant, qui peut malheureusement parfois s'apparenter à un parcours du combattant. Donc il y a eu des hauts, des bas, mais en tout cas, on croise les doigts pour que nos 3 doctorants arrivent à l'issue de ce parcours. Et évidemment, j'essaierai de les recontacter et de refaire le point avec eux quand tout ça sera derrière eux. Et voilà, on leur souhaite bon courage dans cette dernière ligne droite. Et sur ce, on passe à l'épisode 4 avec Noémie, qui était artiste au moment de l'interview. Coucou Sam, j'espère que tu vas bien. Et écoute, alors moi depuis la dernière fois, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je sais même pas s'il y a des trucs qui sont vraiment restés pareils. Mais là, je fais plus trop de peinture, plus trop de céramique, de textile, tout ça comme je faisais avant. Là, je suis un peu moins dans l'artisanat. J'ai repris une formation en herboristerie. Du coup, là, je me suis installée en Ariège, dans les Pyrénées, avec des amis en collectif. Et on se lance dans un projet collectif d'agroforesterie et de plantes médicinales. Et il y aura aussi une petite part d'artisanat avec de la menuiserie et tout ça. Moi, j'aimerais reprendre plus tard les activités un petit peu plus artistiques, mais pour l'instant, je me concentre un petit peu plus sur
sur ce qui est herboristerie. Donc là, je fais une formation de 3 ans. Je vais terminer ma 3e année là. Et puis après, j'aimerais bien me lancer, faire un petit jardin de plantes médicinales, faire des transformations. Et puis pourquoi pas utiliser mes dessins aussi pour illustrer mes produits et tout ça. Et en vrai, là, je suis encore en train de me rendre compte un petit peu que je m'éparpille dans tous les sens. Ce qui est un truc qui m'arrive vraiment très régulièrement. Et je suis en train d'un peu faire la paix avec ça, parce que c'est vrai que j'ai souvent été en mode ouais non mais quand je fais un truc faut que je le fasse à fond, il faut que je devienne experte dans quelque chose, et ça m'a beaucoup frustrée cette sensation de souvent rester à la surface des choses. Et là j'ai un petit peu fait la paix avec ça, ouais, en me disant que je fonctionnais comme ça et que à un moment, je finirai par trouver quelque chose qui me permette de réunir tous ces savoirs et ces savoir-faire que j'ai acquis petit à petit, et puis de les mettre en commun pour faire quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que là, ouais, en général, je découvre un truc, j'ai l'impression que ça va être ma vocation, que je vais me dédier à ça, et puis finalement, ça m'intéresse 2-3 ans, et ensuite, je switch à autre chose, quoi. Donc, peut-être qu'à un moment, je vais réussir à trouver un point commun entre tous ces trucs, et puis peut-être pas, et sinon, je me dis que c'est pas grave, puis je continuerai à faire plein de trucs dans tous les sens. Voilà, en gros, les nouvelles. J'ai pas réussi à reprendre contact avec Thomas, le concepteur d'aires de jeu pour enfants. Donc on passe directement à l'épisode 6 avec Alexandre et Anthony de l'agence d'architecture globale Supernova. Une des particularités de leur pratique, c'était l'expérimentation à l'échelle 1 dans un espace hybride, à la fois showroom, lieu de travail et logement, qu'ils avaient nommé Super Studio 1. Et je dis ça parce qu'ils parlent du Super Studio 2 dans le message, donc voilà, c'est pour que vous ayez le contexte. Salut Sam. Salut. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir de tes nouvelles, et puis encore bravo à toi pour Drop the Coach. Depuis notre première interview, on a encore bien évolué. On a maintenant pour projet de développer le Super Studio 2 dans un château, où nous travaillons actuellement sur 3 appartements. Nous voulons faire des finitions encore plus haut de gamme, des détails innovants, et surtout collaborer avec des nouvelles marques. L'idée, c'est de transformer cet espace en une véritable vitrine pour montrer notre savoir-faire, un peu dans le prolongement de ce qu'on avait fait pour le Super Studio 01. Par rapport au design d'objets dont on avait discuté, on a aussi toujours l'idée et l'ambition de développer des produits à notre image et de développer la gamme Supernova comme une édition. Donc on a travaillé à l'époque notamment sur une poignée de porte, et on reste actuellement sur l'idée de développer une bougie qui est en cours de développement et de prototypage. Donc c'est des choses qui vont arriver rapidement, on espère. On a aussi investi dans un espace en centre-ville de Metz. Ça nous donne une belle visibilité justement par rapport à des projets de proximité qu'on souhaite développer. Ça nous a aussi permis d'élargir un réseau et de travailler sur des projets notamment avec des restaurateurs qui cherchent à redécorer, réinventer leurs espaces. Donc c'est un bel objet de communication qui nous aide dans nos nouveaux projets. Pour revenir sur l'équipe Supernova, elle a aussi bien évolué pour monter en personnel et aussi pour redescendre un petit peu par la suite, puisqu'aujourd'hui on a choisi de se restructurer pour n'être plus que des associés. Donc on est actuellement 3 associés plus une personne en alternance qui nous aide sur plusieurs choses. Donc ça nous a permis d'être notamment plus agile et efficace sur nos projets. Et si finalement on devait s'adresser à Anthony et Alexandre de 2021, on dirait surtout de bien rester accroché, de rester passionné, et surtout de vraiment mieux s'organiser pour pas se laisser dévorer par toute la partie administrative, et qu'on reprenne vraiment le dessus sur la partie création qui est le cœur de notre métier. Nos nouveaux objectifs ou réajustements d'objectifs, ce serait vraiment d'investir dans nos propres projets. On veut vraiment le faire déjà pour une question de liberté, mais c'est surtout pour aller plus loin, donner vie à des idées sans compromis. On veut vraiment renouer avec le plaisir de créer, d'explorer de nouvelles pistes, des détails, et surtout d'assumer des choix bien plus radicaux pour toujours avoir une identité encore plus affirmée. Donc on a fait le tour de notre petite évolution, donc on te remercie encore de nous avoir permis d'accéder
au podcast Drop the Catch et d'avoir pu faire une petite mise au point quelques années après. Ouais. Donc on te souhaite le meilleur et à bientôt, on espère. On fait maintenant le point avec Bruno, qui était co-gérant d'une entreprise de conception d'escape game au moment où je l'avais interviewé. Salut, c'est Bruno. Du coup, un petit message pour t'expliquer où j'en suis actuellement. Donc, pour rappel, j'avais fait mes 6 années d'archi avec la HMO. J'avais ensuite bossé 2 ans en cabinet d'archi. Puis, j'avais été directeur général d'une entreprise où on crée des escape games dans toute la France. Pendant 6 ans, suite au Covid, on a déposé le bilan. Et ensuite, je me suis lancé dans le tatouage. Donc, je continuais de faire de l'escape game avec une entreprise canadienne qui était venue s'installer en France à mi-temps au début. Et là, donc maintenant, ça va faire 3 ans que j'ai attaqué le tatou et 2 ans que je fais ça à temps plein. Et pour retrouver le travail de Bruno en tant que tatoueur, rendez-vous sur Instagram @spectral-inc avec un K à Spectral, ou alors passez au Chaudron Hurlant si vous habitez à Saint-Étienne. Et sur ce, on passe à Gabin Wurtz, double diplômé architecte-ingénieur qui bossait en tant qu'ingénieur terre crue quand je l'ai interviewé en février 2021. Bonjour Sam, j'espère que tu vas bien. Donc pour rappeler rapidement le parcours, après le diplôme d'ingénieur à l'INSA Strasbourg, j'ai fait mon stage de fin d'études à Amaco, qui est un organisme de formation et d'accompagnement à la construction en terre crue. Et ensuite, après ça, je suis allé travailler dans un bureau d'études structure qui s'appelle Sommet. Donc Sommet, c'est de 2022 à 2024. C'est un bureau d'études qui fait beaucoup de réhabilitation, de rénovation lourde, et dans lequel j'ai eu l'occasion du coup de faire un peu de terre crue. En parallèle de ça, à la sortie d'Amaco, j'ai été associé donc de l'entreprise Terrio. Terrio, c'est une boîte qui fait des blocs de pisé en préfabrication. Si vous avez LinkedIn, vous avez peut-être vu passer le projet de logements sociaux de l'agence Deschelette Architecture avec une belle façade en pisé réalisée par Terrio justement. Donc je leur donne un coup de main sur quelques sujets relatifs à la formulation et aussi à un aspect un peu technique et du bâtiment. Et ce donc depuis 2022 également. En 2024, j'ai fait la HMO à l'INSA Strasbourg. Tout ça dans l'objectif de monter là en janvier une agence d'architecture et d'ingénierie avec 2 collègues de l'INSA. Et la volonté, c'est vraiment de travailler sur plutôt du programme public. Donc on revient vraiment vers l'architecture avec une agence et beaucoup en rénovation réhabilitation, tout en apportant ce regard du coup spécialiste terre crue et aussi bois paille qui sont amenés par mes autres futurs collaborateurs. Voilà un peu les news. Il y a vraiment cette volonté de revenir vers l'architecture tout en utilisant ses compétences sur la terre et puis essayer de participer au développement de cette filière qui est vraiment chouette. On passe maintenant à Cédric et Julien, membres du groupe MPL, que j'ai pas réussi à recontacter, mais ce qui est complètement compréhensible en fait, parce qu'ils ont complètement percé depuis notre interview. Donc voilà, je pense qu'ils ont autre chose à faire. Mais pour résumer, leur nouvel album, parce qu'ils ont fait un nouvel album, donc a été diffusé sur des radios grand public comme France Inter. Ils ont fait la tournée, une tournée en France, puis cet été ils ont fait la tournée de tous les festivals. Ils ont fait un concert à la Cigale, au Bataclan, et là ils ont un Olympia qui est prévu. Donc on peut dire que ça marche pas trop mal. Et voilà, et pour illustrer tout ça, pour entendre un petit peu leur voix quand même, tout de suite un micro-extrait de leur dernier album, parce que je paye pas la SACEM. On sera des bonhommes sans jouer les durs, et si ça vous étonne, nous ça nous rassure. On sera des bonhommes, on sera des bonhommes. La la la, oh la la la, oh la la la. Et en parlant d'invités qui bossent sur des trucs de ouf, on peut écouter le petit vocal de Romain qui bossait pour une boîte d'effets spéciaux à Berlin au moment de notre interview. Salut Sam, j'espère que tout roule pour toi et que ta vie de jeune architecte diplômé se passe également bien. Depuis la dernière fois qu'on a échangé en 2020, j'étais toujours à Berlin, mais depuis 2021, j'ai déménagé à Montréal afin de continuer mon expérience dans les effets spéciaux. J'ai été recruté par Mister X dans un premier temps où j'ai travaillé 1 an et j'ai par la suite été recruté par Rodeo FX. Ces 4 dernières années, j'ai pu travailler sur des projets comme Prey, le préquel de Predator, Amsterdam, un film avec Christian Bale et Taylor Swift, The Callisto Protocol, un trailer de jeu vidéo, ou encore Les Gardiens de la Galaxie, volume 3.
J'ai appris énormément de choses depuis que je suis ici. J'ai également eu l'opportunité de travailler avec des artistes très talentueux. J'ai aussi pu travailler sur des projets indépendants avec des amis qui se lancent dans le cinéma et la réalisation. Comme par exemple Solitary Waves avec un ami architecte auparavant, Thomas Dubois. Je ne sais pas encore combien de temps va durer l'aventure canadienne, mais pour l'instant, je vais essayer de rester ici encore quelques temps. J'ai toujours en tête mes projets pour la Réunion et c'est petit à petit de mettre tout cela en place. En attendant, je te souhaite une très bonne année et j'espère qu'on va rediscuter très bientôt. On passe maintenant à celle qui m'a fait découvrir le monde de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, Charlotte, qui bossait dans une boîte de conseil pour des grands projets immobiliers. Hello Sam, la dernière fois que l'on s'est vu, c'était en mars 2021 et à l'époque, je travaillais pour une entreprise de conseil en développement de projets immobiliers et en assistance à maîtrise d'ouvrage qui se trouvait à Paris. À ce moment-là, on était à la fin du Covid et comme beaucoup de personnes, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire au niveau professionnel et personnel et j'ai fait le choix de quitter mon travail parisien pour revenir en Normandie, à Rouen précisément, là où habitent mes parents et où habitait mon conjoint à l'époque. Donc quand j'ai cherché du travail en Normandie, j'avais pas forcément d'idée précise en tête. Je voulais rester dans l'immobilier et dans la maîtrise d'ouvrage. Donc j'ai contacté pas mal de structures publiques et privées. Il y avait très peu d'offres à ce moment-là et j'ai été contactée lors de mes recherches par la société Lidl qui à ce moment-là voulait recruter au sein de leur direction régionale normande un responsable de développement immobilier. Donc moi à ce moment-là, je ne savais même pas que Lidl en fait avait des services immobiliers au sein de ses directions régionales. Je savais même pas comment ça fonctionnait, quel type de poste ça pouvait être. Donc j'étais assez curieuse et puis j'ai accepté de les rencontrer. Et puis c'est comme ça que au terme de plusieurs semaines de recrutement, j'ai commencé donc à travailler chez Lidl en janvier 2022 en tant que responsable du développement immobilier. En tant que RDI, notre métier, c'est principalement de développer de nouveaux sites d'implantation pour les supermarchés. Donc on passe par plusieurs phases. D'abord une phase de prospection, où on identifie le site qui sera idéal pour implanter le magasin. Ensuite, on a une phase de négociation des contrats d'achat et de location avec les différents acteurs, donc principalement les propriétaires, mais aussi des investisseurs, les bailleurs ou les autorités locales. On a ensuite l'objectif d'étudier la meilleure option d'acquisition de ce site, puis de gérer la partie juridique qui est liée à l'achat ou à la location. Et on arrive enfin à la dernière phase, donc qui est le montage des dossiers de permis de construire du projet et l'obtention des différentes autorisations d'urbanisme qui sont spécifiques au commerce. Donc après ces différentes étapes, on peut également se pencher sur l'élaboration des dossiers de consultation des entreprises. Et c'est à ce moment-là qu'on passe la main aux responsables techniques, dont le rôle est de gérer le chantier de la construction du magasin, donc de piloter tout un panel de bureaux d'études, le maître d'œuvre, l'OPC, le ou les architectes, afin de construire les supermarchés ou de rénover les magasins existants. Je dirais que ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'au quotidien, on a des missions qui sont très variées et surtout, on a l'occasion de discuter avec de nombreux interlocuteurs très divers, comme les mairies, les préfectures, les services de la ville, mais également les propriétaires de terrain. Et ensuite, en interne, lorsqu'on monte le projet, on travaille également avec des bureaux d'études, avec des architectes. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'occasion de voir beaucoup de choses, de se déplacer, de parler avec des personnes très différentes. En revanche, c'est un métier donc qui demande d'avoir un excellent relationnel, d'être à l'aise en communication parce qu'on est souvent amené à présenter nos projets à des élus dans les mairies, mais également donc à négocier avec les propriétaires de terrain à qui on veut acheter des sites et c'est pas toujours évident. On jouit pas toujours d'une très bonne image à la fois en tant que magasin et en tant que développeur immobilier. C'est pas toujours évident de passer pour le gentil auprès des gens. Donc voilà, il faut savoir défendre son projet, il faut savoir défendre son métier. Mais c'est vraiment un métier qui est très enrichissant au quotidien et qui s'adresse déjà aux gens qui ne veulent pas rester derrière l'ordinateur parce que c'est un métier où on bouge beaucoup. Aux gens qui n'ont pas peur d'aller vers les autres. On parle, on échange énormément avec des personnes toute la journée. Et aussi à ceux qui n'ont pas peur du challenge
et qui n'abandonnent pas facilement parce que c'est pas toujours évident la prospection immobilière et le développement foncier, surtout dans le contexte actuel où les terrains se font de plus en plus rares, où on a aussi beaucoup de lois qui passent, encore une fois je trouve, à bon escient pour contrôler l'expansion urbaine. C'est un métier qui est extrêmement challengeant, mais qui permet aussi de voir une autre facette de la maîtrise d'ouvrage, qui pour moi est du coup complètement à l'opposé de ce que je faisais dans le conseil, beaucoup plus opérationnel, mais ça m'apporte également beaucoup d'autres choses, et ça m'empêche pas par la suite de réfléchir à repasser du côté de la maîtrise d'œuvre, puisque j'ai toujours un appétit pour la conception. Et c'est une idée qui continue de m'habiter. Donc voilà. Pour le 12e épisode, j'ai pas réussi à reprendre contact avec le collectif Flopresse Cervelle. Sur leurs réseaux sociaux, les dernières publications datent de mars 2022, mais aucune ne précise si le collectif a pris fin ou est juste en pause. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'épisode qu'on avait enregistré 1 an plus tôt, eux-mêmes disaient que... c'est pas grave, c'est un collectif, ça aboutit à rien, je pense. Voilà, c'est pas... Nous, on essaye d'en faire quelque chose... Peut-être qu'il va se professionnaliser, mais qu'en collectif, ça peut juste rester le temps des études aussi. C'est tout autant génial, en fait. Ouais, même pour aller dans le sens de Lucille, je pense qu'il faut expérimenter sous toutes les formes et que c'est un collectif, c'est un test, c'est comme un exposé, on teste un truc et puis si ça plaît, ça continue, si ça plaît pas, c'est pas grave. Et finalement, c'est ça aussi, un parcours professionnel et un parcours de vie. C'est des projets qui durent parfois qu'un temps et c'est pas très grave. Mais d'un autre côté, il y a aussi des projets qui durent et qui évoluent. C'est le cas de Illustration de Patrimoine, l'entreprise lancée par Anne Van Rappenbuch, avec qui on fait le point tout de suite. Bonjour Sam, félicitations déjà pour les 4 ans de ton podcast et merci de me donner l'occasion de venir donner des nouvelles de mon entreprise Illustration de Patrimoine. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter l'épisode 13 que nous avons enregistré ensemble en avril 2021, je suis Anne Van Rappenbuch, illustratrice spécialisée dans le patrimoine. Je dessine des façades de monuments et des détails architecturaux pour des entreprises ou des structures publiques qui souhaitent valoriser la façade de leurs monuments. J'ai par exemple travaillé avec la Fondation du patrimoine, avec qui j'ai co-créé la campagne de dons pour soutenir la restauration du patrimoine religieux dans les campagnes françaises, avec le château de Chambord, pour qui j'ai animé des ateliers de dessin pendant les journées du patrimoine cette année. Et puis on peut également citer la mairie de Saint-Cloud ou le printemps de l'art déco, avec qui je travaille régulièrement chaque année pour dessiner les monuments de la ville pour l'un et des détails de façade art déco pour l'autre. Depuis que nous avons enregistré l'épisode, les choses ont évolué pour Illustration de Patrimoine. J'ai fait le choix de proposer du sur-mesure uniquement pour les professionnels, pour les accompagner dans le développement de leur image de marque. Cela dit, j'ai conservé ma boutique en ligne avec une bonne trentaine d'affiches que chaque amoureux du patrimoine et de l'architecture peut se procurer, comme des monuments connus avec le Mont-Saint-Michel, les cathédrales, de jolies gares, des opéras ou des détails architecturaux. Mais pour le sur-mesure, j'accompagne uniquement les professionnels. Dans l'actualité qui arrive, il va y avoir bien sûr les ventes de Noël, et comme je disais, j'ai continué à créer des affiches et des cartes qui sont disponibles sur ma boutique en ligne, avec quelques nouveautés qui arrivent dans le courant du mois. Noël, c'est toujours la bonne période, voire la bonne excuse pour s'offrir ou offrir un petit morceau de patrimoine. Alors à tous les amoureux du patrimoine et de l'architecture qui écoutent ton podcast, je leur offre 15% de réduction sur leur commande avec le code KUTSCH15, KUTSCH 15, à utiliser avant Noël sur le site illustrationdepatrimoine.fr. Encore merci Sam pour ton invitation et encore bravo pour tout ce que tu fais avec ce podcast pour démocratiser les métiers de l'architecture au sens large. Est-ce qu'on peut dire que je suis officiellement un influenceur ? Wouh, j'ai un code promo. C'est incroyable. Bon, pour ne pas avoir de problème, je précise que c'est une collaboration non rémunérée. En fait, avec Anne, on s'est juste dit que ça pourrait être sympa de proposer ça et j'avoue que j'adore soutenir les projets de mes invités, donc voilà. Si vous passez sur la boutique en ligne d'Illustration de Patrimoine, le code promo, c'est KUTSCH15. Et puisqu'on parle de projets qui durent, c'est le moment de faire le point sur le média Théma.archi, lancé par le journaliste David Habitant, qui nous raconte tout dans son petit vocal. Salut Drop the Coach, ici David Habitant. J'étais venu il y a quelques temps, je crois il y a plusieurs années maintenant, vous parler de Théma Prod, notre agence de production de contenu et de conseil qui s'intéresse à l'architecture, à la ville, au patrimoine. On s'occupe de valoriser tout ça. Eh bien écoutez, je vous fais une petite mise à jour de toutes les actualités désormais. Il y a beaucoup de choses qui ont changé
chez nous et notamment autour de notre média Théma.archi. Je vous avais parlé déjà de ce site web à l'époque au sein duquel on essayait de raconter un petit peu les bâtiments qui nous entourent à travers beaucoup d'articles, quelques podcasts. Et bien voilà, ça a pris sa mue désormais puisque depuis juillet 2023, nous sommes désormais présents uniquement sur les réseaux sociaux. On a laissé tomber le site web. On s'est rendu compte finalement que c'était plus tellement adapté aux usages. Nous qui souhaitons parler d'architecture au plus grand nombre, on s'est dit que c'était peut-être mieux de prendre les bons outils pour parler au plus grand nombre. Et donc voilà, depuis on s'est vraiment développé sur Instagram, sur TikTok. Ça veut dire qu'on a beaucoup développé la partie vidéo. On en faisait quelques-unes jusque-là. Aujourd'hui, on ne fait quasiment plus que ça. Et écoutez, ça fonctionne plutôt bien. On a eu une grosse croissance en matière d'abonnés et on commence à voir, notamment via les commentaires en dessous de nos vidéos, particulièrement sur TikTok, on commence à voir que ça y est, on touche du doigt ce que l'on visait depuis très longtemps, à savoir parler au grand public, parler vraiment au grand public. C'est pas si évident de réussir à parler d'architecture avec tout ce que ça implique de précision, d'exactitude. On visait ça depuis assez longtemps et puis petit à petit, je crois qu'on commence à le toucher du doigt. Donc voilà, on continue de mettre en avant des architectes, des bâtiments qui nous semblent intéressants, qui nous semblent représenter ce qui se fait aujourd'hui, mais on le fait d'une façon, je crois, plus accessible que ce qu'on faisait auparavant. Et puis on a un petit peu ouvert les sujets aussi. On s'est vraiment intéressé désormais au patrimoine. On a pas mal de vidéos sur des questions de bâtiments patrimoniaux. Et même au-delà de l'architecture, on a vraiment développé la question des villes, du tourisme. C'est un vrai sujet que avant on n'avait pas l'idée d'aborder. On se rend compte aujourd'hui finalement que c'est très lié à nos environnements, à ce qui nous entoure et à la manière de regarder ce qu'il y a autour de nous. Voilà pour les petites actualités. J'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, je vous invite à jeter un œil à tout ça. Donc sur Instagram et sur TikTok, le compte c'est tema.archi, tema.archi. À très bientôt. Salut. L'une des invitées avec qui j'ai le plus gardé contact, c'est Maud Yvon, qui, depuis notre interview, a été diplômée et qui avait lancé le projet 12 timbres, un projet d'abonnement pour recevoir une carte sérigraphiée par mois, auquel j'ai eu la chance de participer pour l'édition 2023. Salut à tous et toutes, joyeux anniversaire au podcast Drop the Kutch, ici Maud. La dernière fois que vous m'avez entendu, j'étais encore étudiante en école d'archi à la Villette et je vous présentais un projet qui s'appelait 12 timbres, qui depuis a vécu quand même 3 ans avant de se clôturer parce que ça demandait quand même beaucoup d'énergie, de travail et que j'avais besoin d'une pause de l'atelier de sérigraphie. Mais on a quand même édité 36 cartes postales et de nombreuses collections textiles et papier en 3 ans. Entre-temps, j'ai aussi obtenu mon diplôme en école d'archi où j'ai défendu un projet sur la désimperméabilisation des cours à Paris. Et j'ai réussi du coup à présenter un projet sans réponse bâtie concrète, ce qui était assez ambitieux et une vraie fierté personnelle. J'ai aussi trouvé un travail dans la communication en architecture dans une petite agence de conseil qui était spécialisée en com et production sur les sujets liés à la ville, où je me suis beaucoup épanouie pendant 2 ans. Et j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux acteurs de la fabrique de la ville, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, collectivités, institutions, associations, pour mettre en place des discours, des récits et des stratégies de communication pour elles et eux. Et aujourd'hui, je vous envoie ce petit vocal alors que je viens de changer de travail pour quelque chose de plus administratif, pour une petite agence atelier en archi et design. Et avec un peu de chance, plus de temps pour me consacrer à des projets perso, d'entrepreneuriat ou de communication et production en mon nom. Enfin bref... Tout ça pour dire qu'après 3 ans, je suis là pour témoigner que le début de la vie pro, c'est pas tout à fait facile et que face à moi, il y a rien qui est vraiment prédestiné ou prêt, mais que même si construire un projet professionnel en opposition à une vie d'agence classique, c'est difficile parce qu'on manque de représentation et que
c'est pas toujours facile à expliquer. En ce qui me concerne, c'est très épanouissant et j'ai l'occasion de mener plein d'aventures différentes qui ne se seraient peut-être pas présentées à moi si j'avais suivi un parcours un peu plus traditionnel. Donc, n'hésitez pas. Comme pour les doctorants, j'ai eu des nouvelles écrites de Léon, mon 16e invité, qui était software engineer au moment de notre interview. Mais comme il était un petit peu busy ces dernières semaines, je l'ai gracieusement exempté de faire un vocal. Et c'est pareil pour Flora, la fondatrice de Techné Bookshop, dont le projet est actuellement en pleine évolution. Et donc voilà, c'était pas le moment de faire un vocal. On finit donc avec Julia, notre TikTokeuse équestre, pour plein de nouvelles réjouissantes. Salut Sam, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup de demander des petites nouvelles. J'ai plein de trucs à te raconter. Alors j'ai 2 updates énormes. La première, c'est que je t'avais parlé de l'envie de faire une BD. Et ça y est, ça s'est concrétisé. Avec mon agente, on a trouvé une super maison d'édition, Ligne Digital Spirit. C'était la maison d'édition qui avait édité les bandes dessinées de Squeezie. Il y a plus de 6 mois, on leur avait proposé mon projet et ils ont accepté. Et du coup, cet été, en juillet, on a fait un crowdfunding, ce qui a permis d'autofinancer le projet. Donc, on devait faire 1200 préventes et ma communauté a hyper bien répondu. On a fait 5500 préventes et c'est juste oufissime. Même la maison d'édition a été hyper surprise de l'engouement qu'il y a eu. Et ensuite, en septembre-octobre, j'ai storyboardé toutes mes histoires. Ça n'a pas été forcément facile de choisir parce que j'en avais énormément en tête. Et maintenant, tout est dans les mains de l'illustratrice et elle est en train de reprendre page par page chacune de mes storyboards et de les dessiner correctement. Donc moi, ma plus grosse partie, elle est faite, donc je suis super contente et les livraisons, du coup, devraient arriver en juin 2025. C'est quand même le tout premier gros projet que je réalise avec des professionnels extérieurs qui m'accompagnent et ça se passe hyper bien, tout le monde respecte mon avis, tout le monde respecte mes idées, je me sens tellement à ma place, c'est un pur bonheur. Et ensuite, la deuxième grosse update, c'est que ça y est, j'ai acheté ma jument, j'ai acheté Goldie. J'avais plein de questions autour de ça, l'aspect financier, la responsabilité. Et finalement, j'ai sauté le pas et en mars dernier, je suis devenue sa propriétaire officiellement. Et sinon, je continue la création de contenu, j'aime toujours autant ça, je suis toujours aussi inspirée pour mes sketchs. Le milieu de l'influence dans la niche de l'équitation se professionnalise de plus en plus. Et ce qui fait que je gagne de mieux en mieux ma vie. Je la gagnais déjà très bien, mais c'est encore mieux. Donc tout va super bien. J'ai énormément de chance et j'en suis totalement consciente. Ce que j'aimerais bien pour la suite maintenant, c'est de continuer à évoluer dans ce métier. Mon nouveau rêve ultime et mes projets pour l'avenir, c'est d'avoir une équipe. Parce qu'il y a plein de zones inconfortables dans mon taf que j'ai du mal à faire ou à gérer. Et parfois, ça m'empêche de faire des projets. Donc j'aimerais trop être entourée de personnes qui ont ces compétences-là que moi j'ai pas. Et des gens que j'aime bien travailler avec eux et tout. Ça serait trop le rêve. Vraiment... Ça serait trop le rêve parce que du coup, je sais que je pourrais aller encore plus loin et donner vie aux milliers de projets que j'ai dans la tête. Donc bon, on peut le dire, no regrets d'avoir arrêté l'architecture et d'avoir réalisé mon rêve d'enfant en fait. Et voilà, c'est la fin de ce petit tour de table, 4 ans plus tard. C'est hyper réjouissant de suivre l'évolution de toutes ces personnes et de voir à quel point leur parcours n'est pas figé. Donc j'ai hâte de refaire le point dans quelques années. À titre personnel, préparer cet épisode anniversaire m'a donné envie de réécouter toutes les interviews de Drop the Kutch. Ce que j'ai fait, et c'était hyper intéressant de porter un nouveau regard dessus puisque j'étais étudiant quand j'ai enregistré tout ça et je suis maintenant diplômé depuis 1 an. Donc voilà, je ne peux que vous inviter à faire pareil, à tout réécouter et comme ça vous allez me faire un max d'écoute sur les plateformes et je pourrai convaincre tous les gros VPN sans scrupules de me sponsoriser. Je rigole, Drop the Kutch n'est pas monétisé, j'avoue que l'an dernier j'y ai songé, mais j'en suis revenu. Finalement je crois que j'aime bien que ce soit juste un truc que je fais dans mon temps libre et sans contrainte. Bref, pour me soutenir, le plus simple c'est de commenter les épisodes sur Spotify et YouTube et de mettre 5 étoiles sur les plateformes et de vous abonner. Ça vous coûte rien, mais moi ça me motive à continuer. Drop the Kutch c'est aussi sur Instagram, @iquitect, donc abonnez-vous là-bas aussi.
Voilà, vous savez tout, donc à la prochaine. Bisous.